Bonjour, alors aujourd'hui je propose qu'on regarde le groupe orthogonal sous toutes ses coutures. On va le regarder évidemment au départ dans sa relation d'origine, c'est-à-dire avec le produit scalaire, ou si vous préférez la norme quadratique. On va le regarder sous l'angle des groupes, c'est-à-dire comment on regarde un groupe, comment on analyse un groupe. On va le regarder aussi sous un angle topologique, et au final, on va voir comment il éclaire finalement à nouveau ses origines, c'est-à-dire le produit scalaire, et surtout comment il éclaire la norme 2 par rapport aux autres normes, hein, qui lui sont équivalentes évidemment, mais quand même, il va apporter quelque chose de plus à cette norme. Alors, je ne vais pas dire la définition, un objet aussi riche ne peut pas avoir une seule définition, ça dépend de comment on l'aborde, d'accord. Et on va essayer d'en donner plusieurs qui correspondront à des points d'appui, hein, qu'on peut avoir pour démarrer sur ce groupe. D'abord, s'il devait y avoir dans l'ordre des définitions une définition plus canonique, je dirais, elle part des endomorphismes. Alors, c'est l'ensemble des phi de GL de E qui préservent le produit scalaire dans un espace euclidien. Donc forcément, hein, de dimension finie, et ça, on l'appelle ON. On n'a pas besoin de préciser GL de E, en fait, juste AND de E, parce que s'il vérifie ça, on voit qu'il appartient forcément, il est inversible. Bien. Grâce à la forme polaire de la norme 2, qui est ici, eh bien, on peut juste dire c'est l'ensemble des phi de GLN de E qui préserve la norme quadratique. Bon, pas difficile. Maintenant, bon, il se trouve que ceci définit bien un sous-groupe de GL2. Bien. Prenons ON maintenant vu matriciellement. C'est-à-dire que ces objets-là, on a envie de les représenter matriciellement, et surtout un groupe aussi populaire, on va dire, c'est pas péjoratif, hein, que ON, il est normal que sa représentation matricielle soit mise en avant, parce qu'il va être très utilisé, et les gens préfèrent des objets concrets, évidemment. Donc, ON va devenir ici M, l'ensemble des M dans GLN de R cette fois-ci, tel que M transposé M égale IN. On perd en canonicité, parce qu'on n'est plus dans un espace, on a fixé une base finalement en regardant la base canonique de Rn, mais on y gagne en lisibilité. Ceci provient exactement de là, hein, quand on écrit ceci, et qu'on l'écrit pour des x, y appartenant à la base canonique, eh bien, on obtient rapidement ça. Alors, là, avec ça, bon, on voit un certain nombre de choses, dont la propriété de stabilité par transposition, on verra plus tard, mais il y a des choses qui peuvent nous échapper si on regarde juste par ce petit bout de la lorgnette. J'ai envie de donner comme définition, hein, définition 3, si vous voulez, ON, c'est le stabilisateur de l'identité, de la matrice identité, pour l'action de congruence de GLN de R sur Sn. Ou si vous préférez, de GLN de N sur Mn de R. Effectivement, il y a une action de congruence, PM, donc P, ça va être une matrice inversible, donc de GLN de R, qui agit sur M par congruence PM, P transposé. C'est une action qui a un intérêt, évidemment, c'est que quand on analyse les formes quadratiques, ou plus généralement les formes bilinéaires, on a besoin de bases, mais on a besoin de regrouper les matrices qui représentent la même forme bilinéaire dans des bases différentes. Et ça, c'est la congruence. Et donc là, ici, deux matrices sont congruentes, si et seulement si elles sont dans la même orbite
de congruence. Et quand on va regarder le stabilisateur de l'identité, ça va bien nous donner les matrices telles que P transposé est égal à l'identité. Et donc, comme ON est stable par transposé, ben, ça donne bien ce qu'on voulait. Donc là, on voit tout de suite que c'est un groupe, bon, bien sûr, mais ça, on pouvait le voir autrement. Surtout, si on part du stabilisateur d'une autre matrice qui est dans la même orbite, c'est-à-dire IN, être dans la même orbite de congruence que IN, c'est être dans Sn++, c'est-à-dire les produits scalaires. Donc si on a un produit scalaire plus général qui est dans une base, donc on a une matrice, mais dans une base pas forcément orthonormée, voilà, donc c'est pas l'identité, a priori, alors, eh bien, on voit qu'on va avoir besoin du stabilisateur de cette matrice A qui est dans Sn++, et on sait que quand on reste dans la même orbite, eh bien, les stabilisateurs sont conjugués. Donc, par rapport à cette définition qui a fixé une base, d'accord, celle-ci qui n'en fixe pas, eh bien, celle-ci reste dans les matrices, mais nous permet de changer de base tout en restant dans les matrices, parce que on peut, en le voyant comme un stabilisateur, on sait ce qui se passe quand on stabilise, quand on veut stabiliser une autre matrice qui est dans la même orbite, c'est-à-dire un autre produit scalaire. Voilà. Une autre définition que je trouve sympathique, ON, c'est l'ensemble des matrices de passage de base orthonormée à base orthonormée. On voit que c'est équivalent, hein, que ici, quand on a une base orthonormée, ici, grâce à cette propriété, ça va changer en base orthonormée. Et la réciproque, bah, elle provient du théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Alors maintenant, on va voir quelques propriétés. Première propriété, P1, stabilité par transposition. Alors maintenant, propriété P2, le centre. Le centre de ON, c'est normal quand on a un groupe, on étudie un groupe, on va essayer de comprendre ces sous-groupes distingués, bon, dans un deuxième temps peut-être, mais c'est important de regarder son centre. Ça fait partie des sous-groupes distingués les plus directs. Hein. Eh bien, son centre, bah, ça va être les homothéties orthogonales. Alors, les homothéties orthogonales, d'abord, qu'est-ce que c'est? Si on veut que ce soit un élément qui stabilise un élément de ON et qu'en plus ce soit une homothétie, vous voyez bien que ça demande que lambda 2 soit égal à 1, donc lambda égale plus ou moins 1. Donc c'est des homothéties de rapport plus ou moins 1, donc c'est le groupe Z sur 2Z finalement en tant que groupe abstrait. Comment on montre ça? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le lemme de Schur, c'est-à-dire quand un endomorphisme stabilise toutes les droites, alors c'est une homothétie. Voilà. Donc ça, c'est un truc à connaître, que vous pouvez trouver dans mon carnet de voyage en algébrie, ça c'est fait. C'est fait aussi dans l'histoire hédoniste de groupes de géométrie, bon, même au tout début, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement important. Et si on a un élément central, bon, il est clair, dans un sens qu'une homothétie, c'est un élément central, mais réciproquement, si vous avez un élément central, ben, il respecte tous les sous-espaces propres des éléments de ON, puisqu'il commute. Donc on sait, c'est classique, quand on commute, on respecte les sous-espaces propres, et donc on peut prendre une réflexion hyperplane, donc vous prenez une droite, et vous regardez, vous mettez l'identité sur l'hyperplan orthogonal, et sur la droite, vous mettez moins 1. Donc, vous avez que le sous-espace propre pour la valeur propre moins 1, c'est cette droite. Voilà. Donc, en commutant avec cette réflexion orthogonale, qui évidemment appartient à ON, eh ben, vous allez respecter cette droite. Comme cette droite peut être prise quelconque, un élément du centre respecte toute droite. Voilà. Et donc, c'est une homothétie, on a ça. Propriété 3, c'est un endomorphisme normal. Alors ça, il faut connaître ce théorème. Un endomorphisme normal, c'est un endomorphisme qui commute avec son adjoint. Et là, l'adjoint, bon, comme on est en base orthonormée ici, l'adjoint, c'est M étoile, donc comme on est réel, c'est M transposé. Et M transposé, c'est exactement l'inverse. Donc évidemment,
M commute avec son adjoint, parce qu'on commute avec son inverse, évidemment. Et d'ailleurs, c'est une autre preuve pour dire que c'est stable par transposition ici, c'est que M transposé, puisque M transposé c'est son inverse, c'est M transposé M. Donc c'est très astucieux. Bon, bref, c'est donc un endomorphisme normal, et un endomorphisme normal, vu dans C, comme endomorphisme de Cn, eh bien c'est diagonalisable en base unitaire. Voilà, donc en base orthonormée pour la forme hermitienne canonique de Cn. Et on va rajouter à ça que les valeurs propres vérifient module de lambda égale 1. Maintenant, propriété P4 qui découle de la propriété P3, quand on regarde, quand on prend finalement la trace de ça sur R, c'est que on récupère, alors ici on a une C réduction, mais on va récupérer une R réduction, parce que on va avoir, comme on a des endomorphismes réels, bien quand on va avoir une valeur propre, on va avoir la valeur propre conjuguée, donc on va pouvoir regrouper des valeurs propres et leurs conjuguées, qui sont semblables, alors ça c'est complexe, mais c'est semblable à une matrice réelle, qui est la matrice de rotation que vous connaissez bien, et donc on va avoir une R réduction en base orthonormée, où on va avoir des 1 et des moins 1, c'est normal, ça si c'est réel, donc ça c'est les seules valeurs propres réelles possibles, et des matrices de rotation. Et c'est une réduction, attention, en base orthonormée, c'est lié au fait qu'un endomorphisme orthogonal, c'est un endomorphisme normal. Voilà, donc voilà une première salve de définition et de propriétés. On va continuer. Alors, on trouve un sous-groupe distingué assez facilement, bien sûr, et qui est très célèbre, c'est le groupe spécial orthogonal, SON. C'est tout simplement que ON, il y a une application déterminant dans 1 moins 1, puisque M transposé M est égal à l'identité, donc le déterminant de M ne peut valoir que 1 ou moins 1. Et c'est mieux qu'une application, c'est un morphisme de groupe, donc on peut regarder le noyau, et le noyau, évidemment, il est distingué, c'est SON. Et en plus, comme cette application est surjective, ça va faire que ON va se décomposer en deux classes, modulo le noyau, la classe triviale, les déterminants sont égaux à 1, et la classe, l'autre classe, où les déterminants sont égaux à moins 1. Attention, beaucoup de... je rappelle toutes mes générations d'étudiants qui m'ont un jour dit, un jour d'égarement, que ON, c'était exactement l'ensemble des matrices de déterminants 1 et moins 1, que ça, c'est faux. Le groupe des matrices, effectivement, il y a un groupe des matrices dont le déterminant, c'est 1 et moins 1. Ça s'appelle SLN plus ou moins. Voilà. C'est un groupe qui contient SLN comme sous-groupe distingué. Mais ce n'est pas, évidemment, ON. Prenez par exemple les matrices triangulaires, non diagonales, avec que des 1 sur la diagonale, ce ne sera jamais dans ON. Alors le théorème. Un théorème important, mais qui n'est pas au programme, et qui est quand même fondamental. Vous pouvez le trouver dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le gros pavé de 2015. Si n est impair, SON est simple. Donc vous voyez qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de sous-groupes distingués. ON ressemble un petit peu à SN, le groupe des permutations. Il a un sous-groupe d'indice 2, voilà, qui est distingué, puis à part ça, il n'a pas grand-chose. Donc ici, on a SON est simple. Et pour n pair, alors on va prendre n différent de n supérieur à 4, comme ceci. SON ici, quotienté par plus ou moins IN, est simple aussi. Il y a des petits accidents au tout départ, comme pour le groupe de permutation. Vous pouvez voir une preuve sur les vidéos, une preuve par Benjamin, que SO3 pour n égale 3 est simple. La preuve constitue un très joli développement. Après, ça devient des choses un petit peu plus compliquées.
Alors, qu'est-ce qu'on obtient à partir de cette simplicité? Eh bien, on obtient que quand un groupe est simple, eh bien, chaque classe de conjugaison engendre le groupe. Ça, c'est intéressant. Mais on n'a pas besoin de tout ça pour avoir que la classe des conjugaisons des réflexions orthogonales, parce que c'est bien une classe de conjugaison, engendre ON. Alors regardez, qu'est-ce que c'est qu'une réflexion orthogonale? Eh bien, c'est une matrice qui est semblable en base orthonormée, hein, avec une matrice de ON, à une matrice comme ceci. Donc il n'y a que des 1 et des moins 1. C'est souvent là qu'on va chercher les meilleures familles génératrices. C'est des objets tout petits, c'est-à-dire c'est presque l'identité. Si vous aviez, à la place de ce moins 1, si vous aviez un 1, ce serait l'identité. C'est comme Z, quels sont les générateurs de Z dans ton groupe? C'est 1 ou moins 1. C'est vraiment les objets tout petits, proches de 0. Bien, alors, comment on montre si on n'a pas des théorèmes comme ça, des théorèmes puissants comme ça? Eh bien, la preuve classique, c'est la preuve par ajout d'invariants, que vous pouvez voir dans Nouvelle Histoire hédoniste. C'est-à-dire que si phi est un endomorphisme orthogonal, bon, eh bien, on peut, si ce n'est pas l'identité, on peut le composer avec une réflexion orthogonale, de sorte à ce que les invariants de ça contiennent strictement les invariants de phi. Géométriquement, c'est très facile à voir. Ce qui va faire qu'on va pouvoir le faire à partir de phi. Donc, au bout d'un moment, on va avoir comme espace d'invariants l'espace tout entier. Et donc, quand on aura composé par un certain nombre de réflexions orthogonales, et on voit que le maximum, ça va être n, eh bien, on va avoir l'espace invariant tout entier, donc l'identité. Voilà. Alors, SON est engendré par des retournements, évidemment. SON ne va pas être engendré par des réflexions, puisque les réflexions ne sont pas dans SON, le déterminant c'est moins 1, mais le plus proche de l'identité, ça va être moins 1, ici. Donc attention, les retournements, c'est des matrices qui sont orthogonalement semblables à ça. Voilà. Donc il y a un espace de codimension 2, un sous-espace de codimension 2, et un plan qui sont orthogonaux, et on va avoir l'identité sur le premier, et moins l'identité sur le second. Ça s'appelle des retournements. Dans l'espace à dimension 3, on voit bien à quoi ça correspond, hein. C'est bien un retournement autour d'un axe, et ça va engendrer SON, donc ça peut être intéressant. Cas particulier, O2, qui est égal à SO2 union O2-. Donc on a O2, il va y avoir les rotations ici. Bon, voilà, elles sont sous cette forme-là. Et les symétries, qu'on peut mettre sous cette forme-là, mais c'est plus joli de les mettre sous. Elles sont semblables, orthogonalement semblables, à 1-1. D'accord, la diagonale à 1-1. Et O3, vous allez avoir, d'après ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la réduction des matrices orthogonales, vous aurez forcément, si vous êtes dans SO3, vous aurez forcément un 1 ici. 1 est toujours valeur propre d'un élément de SO3, ce qui va donner un axe de rotation. Et sinon, vous allez avoir moins 1 qui sera toujours valeur propre, et vous allez avoir une espèce de rotation, puis réflexion. Voilà. Alors, on continue avec la topologie de ON. Alors là, on s'éloigne un petit peu de l'aspect groupe, hein, qu'on retrouvera un peu plus tard sur la fin, mais pour l'instant, regardez, SON, eh bien, il est connexe par arc. Il est sûr que ON ne va pas être connexe, puisque le déterminant l'envoie surjectivement sur 1-1, et le déterminant est continu. Donc là, SON, on est content qu'il soit connexe, et comme on le voit, on prend A, une matrice, et il faut la connecter à une autre matrice B. On va la connecter à travers l'identité.
et il faut la connecter tout en restant dans SON. Eh bien, vous avez A qui est égal, d'après ce qu'on a dit, la réduction à P fois une matrice comme ceci, fois P-1 avec P dans ON. Eh bien, ici, comme on est dans SON, on a un nombre pair de moins 1, parce que toutes les autres, ça va donner du déterminant 1. Donc on a un nombre pair de moins 1, parce que le déterminant de A est égal à 1. Ce qui fait que on va pouvoir regrouper en matrice 2, 2, moins 1, c'est R indice pi. D'accord? C'est la rotation d'angle pi, moins 1, la diagonale. Alors, donc ça nous fait, ici j'ai oublié de mettre un P-1, ici ça nous fait une matrice comme ça, avec des matrices de 2, R pi. En fait, c'est juste moins l'identité en matrice de 2. Voilà. Et là maintenant, on va introduire pour t de 0 à 1, R indice T pi, R indice T θ k, voilà. Ce qui fait que pour t égale 1, on a la matrice A, pour t égale 0, on a la matrice identité, et comme P est dans ON, on est resté hein, dans SO, on a pour déterminant 1 toujours, et on a un produit d'éléments orthogonaux, donc finalement ça reste orthogonal, donc c'est dans le groupe spécial orthogonal. Donc on a bien créé un chemin de A vers l'identité qui reste à l'intérieur de SON. Bon, théorème, ON possède donc deux composantes connexes, effectivement. Il ne peut pas en posséder une, et il en possède au plus 2, parce qu'ici on a du connexe, et le complémentaire, comme SON est d'indice 2, et ben c'est juste une classe, modulo SON, et donc par translation, la translation est évidemment continue, c'est un homéo, donc ça va être connexe aussi. Et donc on a deux composantes connexes, exactement deux. Voilà. Théorème, ON est compact, oui, parce que c'est un fermé. Alors c'est un fermé parce qu'on regarde l'application de Mn dans Mn qui a M associé transposé de M, M, et c'est l'image réciproque de l'identité, F étant une application continue. Et c'est un borné parce que quand on prend une matrice A et on regarde dans ON, et on regarde ses composantes, A envoie une base orthonormée sur une base orthonormée, elle envoie la base canonique qui est orthonormée pour le produit scalaire sur une base orthonormée, donc les colonnes sont orthonormées, entre autres elles sont normées, et donc comme la norme des colonnes fait 1, ça veut dire que chaque coefficient en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Donc la norme infinie d'un élément de ON est toujours inférieur ou égal à 1. Donc c'est borné. On continue ici. Alors des choses un peu savantes, là, loin d'être obligé de les savoir, mais quand on regarde SO2 c'est rien d'autre que le cercle. Et le cercle, on voit bien que c'est connexe par arc, évidemment, c'est compact, etc. Mais c'est pas simplement connexe. C'est-à-dire qu'on a des lacets ici qui ne sont pas homotopes à des lacets triviaux. Mais pour compenser, donc si vous voulez, c'est l'idée que là on fait des tours, d'accord ? Et qu'une position ne mesure pas le parcours qu'on a fait. Voilà. Donc ici, pour compenser ça, on a besoin d'un truc qui compte le nombre de tours qu'on a fait ici, et donc de ce qu'on appelle un revêtement. Et là, le revêtement, ici, ça va être la droite, et on a une application qui va de R, qui lui est complètement développé, il est simplement connexe, il est carrément convexe ici, et on a une application qui va de R dans SO2, qui a t associé exponentielle de it, d'accord ? Elle est surjective. Si on met un 2pi là, ici, ça restera surjectif, et puis ici, on a z, d'accord ? Donc ça veut dire que ça va correspondre au tour dans un sens et au tour dans l'autre sens. Eh bien, on a un morphisme de groupe, et ça c'est important, hein, c'est un revêtement, hein, ça nous permet de mesurer des trajectoires là-dedans. Alors on a en général, pour SON, c'est plus compliqué pour n strictement supérieur à 2, et on a un groupe qui s'appelle le groupe des spineurs,
Mais là, cette fois-ci, on a Z sur 2Z au lieu de Z. C'est-à-dire que quand on fait 2 fois le même lacet, alors on retombe sur le lacet trivial, ce qui correspond, si vous voulez, au niveau des rotations et l'axe des rotations au principe de l'assiette à soupe, où je pars de l'identité, je fais ma rotation, je retombe sur l'identité, et quand je continue ma rotation, je reviens au point de départ. C'est mon groupe Z sur 2Z ici, qui est l'équivalent. Voilà. Et maintenant, dernier théorème, il faut savoir que si G est un sous-groupe compact maximal de GLN de R, alors G est conjugué à ON de R. Donc ça veut dire en gros que là c'est assez marrant parce qu'on est là c'est une caractérisation en quelque sorte du groupe abstrait ON de R. C'est une caractérisation par la topologie. Donc vous voyez, les normes sont toutes équivalentes, évidemment, mais il y a quand même une norme qui est plus belle que les autres, parce que stabiliser cette norme, c'est donner le groupe le plus gros, donc finalement c'est la norme la plus harmonieuse. Bon, on est en train de réinventer la roue, si vous voulez. La sphère, c'est la chose la plus belle, puisque le plus gros groupe, donc l'objet le plus gros tout en restant harmonieux, puisque c'est un groupe, ça va être quand il doit respecter cette sphère. Voilà. Donc évidemment, toute cette partie-là, c'est des choses qui ne sont pas au programme, qui sont loin d'être au programme, que ce soit de l'interne ou de l'externe. Voilà, on va continuer un petit peu avec des actions de groupe, et puis on va rapidement terminer sur une petite conclusion. Comme je vous disais, des actions du groupe orthogonal, parce qu'il faut savoir sur quoi ça agit, ça c'est un peu comme la profession sur votre carte d'identité. On va dire d'abord ON agit de façon simplement transitive sur les bases orthonormées. Voilà. Hein, ON, ça c'est un truc important, et quand il y a une action simplement transitive sur un objet, c'est bien de le préciser. Mais l'action naturelle, je dirais de la même manière que GLN agit sur l'espace, E, eh bien ON agit sur Sn-1, c'est-à-dire la sphère de dimension n-1, c'est-à-dire les éléments de Rn de norme 1. Bon, l'action est naturelle, PV donne P fois V, voilà. Et l'action est transitive, c'est bien de le noter. Ça se démontre toujours de la même manière avec un théorème de base incomplète, puis un théorème fondamental d'algèbre linéaire. C'est-à-dire qu'ici, vous prenez V et W, il faut trouver un élément de ON qui envoie V sur W. Vous appelez V égale E1, vous complétez en une base, vous orthonormez cette base par Gram-Schmidt, et vous avez une base orthonormée, et E1 n'a pas bougé, lui, évidemment, par Gram-Schmidt. C'est resté E1. Et donc vous avez une base comme ceci, et ensuite vous faites la même chose à partir de W égale F1, vous avez une base orthonormée, et vous regardez la matrice de passage de la première base vers la seconde base, elle envoie la base E sur la base F, donc E1 sur F1. Bon, donc voilà, vous avez montré, ça paraît tordu, mais on a besoin de faire ça pour montrer qu'il existe un élément de ON qui envoie E1 sur F1. Ça paraît tordu de passer par toute une base et des théorèmes de complétion pour pouvoir obtenir ça, mais c'est comme ça que ça se fait. Voilà, c'est en gros fini. Maintenant, peut-être que c'est bien de conclure sur l'utilité de ON dans la vraie vie. C'est que, en fait, il joue un rôle dans les décompositions. D'abord la décomposition polaire, c'est-à-dire que quand on a une matrice quelconque, donc on n'est pas en train de s'occuper forcément de ON, mais on peut la décomposer en un élément de ON et un élément de Sn++, donc les matrices symétriques définies positives, avec unicité si A est inversible. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on a une partie qui est dans Sn++, donc Sn++ via l'exponentielle, c'est un espace vectoriel, hein, transporté par l'exponentielle, mais O, un élément de ON, il est dans un compact. Donc des fois, quand on a des problèmes de suite, on peut se ramener à un problème de suite dans OS pour s'intéresser particulièrement, si on a l'unicité, à la suite correspondant à ON, parce qu'on sait qu'il va y avoir un point d'accumulation. Et ça, c'est assez classique hein, dans certains exercices hein, qui
qui partent de problèmes de GLN et qui utilisent la décomposition polaire pour justement s'intéresser à la compacité de Wien. Et la décomposition QR, évidemment, importante, ça aussi c'est important, hein, A égale QR, c'est du Gram-Schmidt en quelque sorte. Q, c'est toute matrice inversible se décompose en une matrice orthogonale et une matrice triangulaire avec des éléments strictement positifs sur la diagonale, et là on a l'unicité. Alors pareil, ce qui est intéressant, c'est par exemple que Q est facilement inversible, parce que sa transposée, c'est son inverse. Et R est facilement inversible aussi, hein, parce qu'elle est triangulaire supérieure. Donc ça permet d'inverser A de façon pas trop dure. Mais surtout, c'est utile dans ce qu'on appelle la méthode QR, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. C'est pas ici que je vais en parler, mais voilà. Hein, donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon sur le groupe orthogonal. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez appris des méthodes, et que, comme moi, vous allez de plus en plus apprécier la beauté de ce groupe extraordinaire.